finalement le rôle de l'art et comment l'art est connecté avec tout cela. Je voudrais remercier Laika Slovaquie ainsi que Laika International ainsi que la Fondation Getty pour m'avoir invité. L'intitulé de mon texte est suivant: de la critique de l'art aux pratiques critiques contemporaines en Amérique latine et à l'Équateur. Cette discussion est encadrée dans mon intérêt en ce qui concerne le développement et la construction des institutions modernes de l'art ainsi que le système d'art en Équateur. Pour moi, c'est quelque chose comme un dialogue des procédés coloniaux, donc des systèmes traditionnels coloniaux qui ont été dominants sur notre territoire, et de l'autre côté, des institutions modernes dans un pays et dans une culture qui est très éloignée au centre dominant dans le domaine de l'art. Au cours des 2 dernières décennies, la critique de l'art en Équateur a subi des modifications importantes. Actuellement, elle est beaucoup plus connectée avec la théorie critique et culturelle, et les lieux où vous pouvez trouver, ou les canaux que vous pouvez y trouver ont modifié de façon importante. Maintenant, vous pouvez parler d'un champ beaucoup plus élargi de la critique d'art, des perspectives des acteurs et des formes qui sont aussi subies des modifications conséquentes. Peut-être que cette marge de manœuvre n'a pas été élargie de façon si notable, mais on le note. Maintenant, je devrais vous dire quelques mots concernant la critique d'art et l'histoire. On n'a pas eu dans ce domaine une tradition stable, une tradition forte en Équateur. Mais en Équateur, la critique d'art, comme aussi dans les autres lieux du monde, pourrait être perçue comme une activité critique qui se réalise dans les relations horizontales et verticales aussi envers l'artiste, et qu'on ne peut pas définir exactement les rôles du curateur, donc du commissionnaire d'art, de l'artiste et du critique d'art. La critique d'art ne fonctionne plus dans ces 3 cases. Elle a été reconfigurée lors des 2 dernières décennies de façon notable. Je vous en parlerai plus en détail. Maintenant, je vais parler des rôles de cette périphérie qui est vraiment éloignée des grands centres de la critique d'art. Peut-être que dans cette périphérie, la critique d'art a eu pour objectif des fonctions complètement différentes. On va parler aussi de certains éléments de connexion dans le cadre de la mondialisation, et puis aussi des tendances de tension entre le centre et la périphérie. Je voudrais tout d'abord commencer par le contexte de la tradition intellectuelle latino-américaine depuis le 19e siècle, où la plupart des pays a retrouvé son indépendance, a dû faire face à la question du colonialisme. Pendant la période de la guerre froide, les critiques d'art ont eu des approches et des avis souvent contradictoires en ce qui concerne toute sa réalité, et aussi en ce qui concerne les valeurs universelles. Par exemple, en Argentine, c'était lié avec la junte. Les avis et les opinions sont donc vraiment diverses. Souvent, on a noté cette approche anticoloniale dans ce domaine. Matatrava, qui était le critique d'art, son frère, dans la défense des compétences, des connaissances traditionnelles de la création
artistique. Il a beaucoup écrit dans les années 80-90. Il y a eu pas mal de critiques d'art qui ont préféré plutôt la défense de la culture traditionnelle qui trouve son expression notamment, ou dans la plupart des cas, dans l'art latino-américain. Ces deux approches, ces deux opinions à l'époque étaient les plus présentes. Donc, d'un côté, plutôt la tradition locale, de l'autre part, les efforts pour l'intégration ou sur la scène internationale. Gerardo Mosquera de Cuba a commencé à parler de la critique des facteurs qui parlent de l'art périphérique dans le centre, dans beaucoup de villes latino-américaines. La critique d'art, du caractère polysémique ou contextuel a joué un rôle important dans la définition des discours concernant les fonctions locales et de leurs fonctions sur la scène internationale. En Équateur, la critique d'art en tant qu'une activité qui offre une certaine marge de manœuvre aux arts et au pays pour qu'il se développe comme un État moderne. Cette tendance a commencé déjà au cours du 19e siècle. Au début, nous avons entendu ici les propos d'un critique d'art très illustre, et malgré ce fait, je dois vous avouer que la critique d'art n'a jamais trouvé la position stable en Équateur. C'est lié avec la quantité de personnes. Lors du XXe siècle, nous avons eu très peu de critiques d'art, il faut le souligner, en contexte de la tradition riche de la critique d'art dans les régions. En Équateur, il y en avait beaucoup moins que dans les autres pays. En 2004, en Équateur, la nouvelle École nationale des arts, des beaux-arts a été créée. Et donc la critique d'art n'était pas présente, mais a commencé à vraiment exister depuis l'année 2004. Cette création a présenté un levier ou une force motrice pour les années à venir. Les représentants de la critique d'art ont commencé à publier la première magazine, par exemple la magazine Caricature, qui s'est focalisée notamment sur le domaine des caricatures, avec une certaine approche critique envers le reste de la société. Et les journalistes qui ont travaillé pour la Caricatura et Revista Hélice, une autre magazine qui a été créée en 2006, ont couvert et se focalisé sur les artistes qui ont déjà terminé ces études au sein de cette école nationale. Donc, ces magazines, les journaux, les autres magazines littéraires étaient vraiment une rupture, parce qu'avant, il y avait des artistes, des peintres qui ont, en voulant soutenir les beaux-arts, les arts plastiques, ont écrit les articles concernant leur domaine de travail. Comme dans les autres parties du monde, à l'époque, on était les témoins de différents mouvements révolutionnaires, les artistes indépendants, les auteurs indépendants ont créé des salons ou des publications parallèles. Cette scène autonome indépendante a été
modifié ou reformulé dans une autre initiative, une initiative d'État avec pour objectif de créer la Casa de la Cultura en 2004. Cette maison de la culture équatorienne, vous pouvez voir ici à gauche. À gauche, c'est un bâtiment, c'est un vieux bâtiment. À droite, vous voyez le nouveau bâtiment qui a été bâtu à la fin des années 50. Pendant une vingtaine d'années, il s'est agi d'une institution la plus renommée en Équateur. À la fin des années 60, cela est devenu une institution d'État unique qui a presque limité l'indépendance des intellectuels et de la création des artistes. Par le biais de cette institution, plusieurs magazines ont été créés, ont été publiés et plusieurs critiques d'art ont publié ces articles dans ces magazines. Depuis les années 20, il n'y avait plus de magazines qui pourraient se focaliser seulement sur les arts, sur les beaux-arts, sur les arts plastiques. Depuis les années 70 jusqu'aux années 90, la critique d'art est devenue beaucoup plus dynamique, beaucoup plus moderne. Les années 70, à l'époque, ont vécu un grand boom pétrolier en Équateur. L'Équateur a vécu vraiment du point de vue économique des années très riches jusqu'à 1982. L'État a soutenu la création et la fondation de plusieurs institutions culturelles, de plusieurs musées. Plusieurs galeries ont été ouvertes et aussi le marché d'art a connu son apogée. Il y avait plusieurs initiatives dans la formation des artistes dans les années 70. En plus, il y avait très peu de critiques d'art qui ont publié ces articles dans les journaux, mais dans les années 80 ou 90, il y en avait beaucoup plus. Leur nombre a augmenté. Bien sûr que cela apportait aussi des inconvénients. Souvent, les galeries ont été ouvertes, mais ils se sont focalisés plutôt à l'époque sur l'art plutôt plus répandu, plus commercial. Mais il y avait des galeries qui ont soutenu aussi des projets plus alternatifs, comme par exemple le jet d'eau que vous voyez en bas de ce transparent. Il n'y avait pas de la politique de contrôle de curateurs de qualité. Les critiques d'art ont soutenu les artistes qui auraient pu être acceptés par le public, par les marchands d'art. D'un côté, ils ont voulu souligner ou propager cet accès cette approche positive de la part du public envers l'art. En tout cas, à cette époque, les artistes ainsi que les critiques d'art ont été très renommés, très connus. Cette réalité, il faut l'encadrer dans un contexte. Peut-être que c'est un mythe qui est connu sur la scène de l'Équateur, que la critique d'art n'était pas du tout présente, n'était pas du tout existante. Maintenant, je voudrais vous montrer que la critique d'art s'est développée, mais elle s'est développée peut-être à côté des institutions les plus principales ou des lieux traditionnels comme les journaux ou les magazines. Par exemple, à partir de la moitié des années 80 jusqu'aux années 90, la critique d'art
a trouvé sa place dans les médias tels que la radio, la télévision, pas vraiment dans la presse. Actuellement, cette ville a changé, ou cette situation a changé. Maintenant, vous trouvez la critique d'art dans des autres lieux. La statistique a eu aussi des résultats dans la Biennale de la Cuenca où on a vu la domination de la peinture dans le cadre de l'art en général. Donc il y a eu un grand débat sur ça. Il y avait une grande intensité dans cette dispute, comme un mythe qui pouvait être retrouvé dans le 19e siècle, comme l'image de l'Équateur comme un pays de peinture. La dispute s'est terminée vers la fin des années 80 et a défini le caractère de l'art contemporain à ce temps-là. Il y a eu une réaction aussi au marché qui s'est évolué et le rôle de nos galeries et de nos institutions est changé. Et aussi le rôle de nos critiques de l'art est changé. Il y a eu une sorte de crise de la peinture dans le schéma de la modernité en Équateur et aussi causée, influencée par la crise politique et économique. On a vu ça dans d'autres États de l'Amérique latine, aussi dans les années 80 et 90, à travers des projets libéraux qui étaient reliés à l'apparat de l'État. C'était des systèmes qui étaient, c'était des éléments qui ont porté à la création de nouveaux musées aussi, mais, euh, mais avec des capacités réduites. Et vers la fin, malheureusement, des années 80, la plupart des galeries ont dû aussi fermer ses portes. C'était donc une crise des institutions culturelles et artistiques et un facteur était des changements dans la scène de l'art en général. Et donc, dans le cadre de cette discussion, de cette dispute, quel était le rôle exact des critiques de l'art? Dans les années 80, il y avait eu sur la scène des nouveaux professionnels qui ont fait des nouvelles analyses. Et il y avait des magazines, et aussi dans les journaux, dans les quotidiens, il y avait des nouvelles critiques. Et aussi la réouverture de certaines galeries qui avaient fermé. Et ici, on a deux photographies que je peux vous présenter de la Biennale de la Cuenca, où vous voyez que dans cet événement, il y avait une discussion très, très importante sur la relevance ou l'irrélevance de la peinture en telle que peinture en soi-même. En 2007, nous avons eu des images, vous le voyez à droite, sur un mur, des images faites par un artiste et les critiques ont donné leur évaluation et ils ont défini ça comme une peinture. Donc il y a une nouvelle définition de peinture, de qu'est-ce que c'est une peinture. Tout simplement, ils ont décidé que la biennale ne s'appellera plus biennale de la peinture, mais biennale de l'art. Donc une définition plus générale. Alors si je reviens à cet exemple, je peux montrer que dans la discussion sur l'histoire de l'art, il y avait eu aussi des endroits de discussion qui n'étaient pas les endroits traditionnels. Les tables rondes, mais aussi les festivals, aussi les événements qui étaient organisés aussi à côté de la biennale. Et dans les années 80 et 90, il y avait aussi certains magazines culturels qui avaient des sections spécialisées pour les critiques de l'art.
Et à la fin des années 80, la critique de l'art, encore une fois, elle passe à d'autres forums. Et voilà, il s'agit des blogs. Les blogs sur Internet où la plupart des auteurs, la plupart des critiques commencent à ouvrir ces blogs. Je vous donne trois exemples. Rio Revuelto Ante Contemporáneo de Ecuador. Et vous avez aussi le site internet où il y a un critique qui avait écrit pendant des décennies sur le journal et maintenant il a commencé à écrire sur le blog, sur son propre blog. Donc voilà, maintenant il travaille d'une façon indépendante, il n'est pas dépendant des journaux et de la presse en général, ou des galeries ou des musées. Puis le deuxième exemple de blog s'appelle la Selecta, c'est une coopérative culturelle. Voilà, une coopérative donc d'artistes, si on peut la définir comme ça, où à part les artistes, il y a aussi des écrivains, des critiques de l'art. Donc la Selecta comprend soit des écrivains, soit des artistes, soit des critiques. Hmm, Il y a eu aussi un changement du nom. Maintenant, la Selecta s'appelle Experimento Culturale. Mais il s'agit quand même d'une place dynamique pour l'art aujourd'hui, pour l'art contemporain aujourd'hui. Donc, la critique est passée de la presse, des catalogues, des expositions, elle est passée maintenant plutôt sur Internet, sur les sites web. Et il y avait avant des endroits, des magazines qui ne donnaient pas trop de place à la critique de l'art. Il y avait des magazines commerciaux comme par exemple Diners, c'était une carte de crédit qui s'appelle comme ça, qui soutenait aussi une petite session de critique sur le magazine, mais bien sûr, cette session était influencée par eux. Donc les critiques quand ils écrivaient ne pouvaient pas être trop polémiques vers certaines choses. Et à partir de la crise économique vers la fin des années 80 au début du 21e siècle. Donc encore une fois, je répète, on est passé avec la critique sur les forums sur Internet et il y a eu aussi de nouvelles théories, de nouvelles critères théoriques et aussi une nouvelle façon d'éducation, d'instruction pour les critiques en Équateur. Et en ce qui concerne les institutions artistiques, les scènes artistiques, il est intéressant de savoir que les universités en Équateur offrent des études post-gradual. À niveau post-gradual, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de ces études, mais il y a peu de gens qui ont des masters en histoire de l'art ou donc il y a peu de critiques qui ont des études universitaires complètes de troisième cycle à niveau visuel. Et ces masters, ces cours sont d'une certaine façon euh, euh, soutenus par des nouveaux panoramas, par de nouveaux lieux, dans de nouvelles perspectives de l'art par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc beaucoup de critiques, ce sont des artistes qui participent à des programmes spéciaux, ou bien c'est des historiens de l'art. Certains d'eux viennent aussi d'autres domaines comme l'anthropologie ou d'autres domaines et qui actuellement, aujourd'hui, s'occupent aussi de critiques de l'art. Il s'agit certainement d'un paradoxe que dans un moment où il y a toujours plus de blogs et de lieux pour s'exprimer en Équateur, et un magazine a pris, a embauché un critique de l'art dans la rédaction standard. Donc ça veut dire que c'est vrai que les magazines ne veulent pas être plus
la voix de la critique de l'art, mais paradoxalement, il y a des magazines qui ont embauché des critiques de l'art pour qu'ils écrivent dans leur magazine. Mais le gouvernement actuel essaie de limiter la presse dans le pays. Et il y a un magazine qui s'appelle Vanguardia et qui a dû terminer ses opérations. C'était un magazine qui a publié pendant 20 ans et maintenant, à cause des pressions du gouvernement contre la liberté de la presse, ce magazine a dû fermer et voilà, donc les critiques ne peuvent plus écrire sur ce magazine. Et il y a aussi une scène moderne, actuelle d'aujourd'hui en Équateur. Je peux vous montrer aussi quelques œuvres. Voilà, ici on a une œuvre toute nouvelle de 2013. Le nom de l'auteur est Pilar Flores. Il s'agit d'une artiste qui a fait cette œuvre, Diario de un Iris. Donc il s'agit d'une œuvre spirituelle très intéressante. Ici, peut-être qu'elle est un peu trop sombre dans cette photographie, mais il faut qu'on ait une lumière subtile. Dans la scène des artistes d'aujourd'hui, on a des véritables installations de video art, comme on l'appelle. C'est des artistes qui trouvent donc des nouveaux espaces pour exposer. Et comme j'ai dit, après la crise économique, à la fin des années 80, beaucoup de galeries ont fermé, mais à partir du 21e siècle, il y a de nouvelles galeries et aussi les blogs. Il y a des galeries qui sont moins commerciales et plutôt corporatives, et il y a des galeries qui ne sont pas trop liées au mainstream, mais qui ont été fondées par les artistes eux-mêmes. Le gouvernement, soit à niveau local, soit à niveau national, d'une façon ou de l'autre, a pris aussi le pouvoir en ce qui concerne l'ouverture, la création de nouvelles institutions. Donc il y a de nouvelles institutions de l'État qui soutiennent l'art, par exemple dans le ministère de la Culture. Avant, il n'y avait pas de ministère de la Culture. Et maintenant, il y a aussi cette institution et il y a aussi des commissaires qui ont leurs propres espaces de présentation des ouvrages. Et cette tendance donc à fonctionner au dehors des endroits institutionnels est une tendance moderne. Et comme vous voyez, maintenant je vais vous montrer des projets sur l'écran qui s'appellent les autres œuvres d'art. Pourquoi? Ici, on voit deux artistes qui coopèrent avec une communauté dans la ville de Guayaquil où il y a des algues dans le fleuve et le gouvernement local donne l'argent embauche des travailleurs pour éliminer les algues et les artistes ont utilisé les algues pour former des formations particulières, pour faire des œuvres particulières. Et comme vous voyez, elles sont visibles aussi pendant la nuit. Et les travailleurs travaillent des fois 24 heures sur 24, même la nuit, en préparant aussi ces œuvres d'art. Et ici, on a une autre artiste qui a créé cette œuvre qui est une sorte de message. L'œuvre s'appelle Inserciones et l'auteur est Graciela Guerrero de la ville de Guayaquil qui retourne au thème de l'insertion dans la société, donc l'intégration. Et elle critique aussi une campagne promouvée par la communauté catholique dans le pays pour soutenir la famille traditionnelle. Donc nous voyons d'un côté la famille traditionnelle, valeurs traditionnelles, la maman, le papa et les enfants. Et l'artiste a réagi avec cette image sur la partie droite qui est
montrées sur les autobus dans les villes ou bien sur les voitures. Et elle met l'adhésif sur les autobus pour montrer qu'il y a aussi d'autres familles, autres types de familles qui représentent la diversité ethnique du pays. Et donc, elle parle aussi de la fragmentation sociale dans le pays et donc des différences sociales qui existent dans le pays. La critique de l'art, donc, dans ce contexte, est liée à la diversité de la formation politique dans les lieux officieux. La critique est donc un complice de la production artistique. Il travaille dans une sorte de dialogue. On peut citer aussi Maria Fernanda Cartagena, une critique célèbre qui dit qu'aujourd'hui, il ne faut pas seulement contribuer à la critique en soi-même, mais aussi d'avoir une position qui arrive à toucher un contexte sociologique toujours plus large, toujours plus étendu. Et nous devrions travailler aussi, s'identifier avec le public pour montrer les avantages du travail dans le cadre d'un système politique qui existe déjà. Donc c'est ce que je dis au début, la construction du système artistique moderne, un système donc d'art moderne en Amérique latine, et c'est quelque chose qui réagit à la demande d'être un système dominant. Et ce n'est pas toujours facile, les choses n'ont pas toujours fonctionné comme ça, et ça n'a pas toujours aidé le progrès de la scène artistique en Équateur. En Équateur, on n'a jamais eu beaucoup de critiques de l'art, on n'a jamais eu une position relevante des critiques de l'art, mais peut-être qu'il y a des critiques qui ne sont pas trop forts dans leurs évaluations. Peut-être qu'ils ne diront jamais ce qui est à la mode et ce qui n'est pas à la mode, mais ils sont une sorte de guide, d'accompagnement à l'œuvre artistique. Et c'est comme ça que peut-être les commissaires fonctionnent mieux pour soutenir aussi le développement de la scène artistique. Cette scène donc marche d'une façon indépendante, aussi dans les efforts du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement essaie aussi de faire entrer cette scène artistique dans ses activités. Il y a certains commissaires qui sont devenus aussi des fonctionnaires de l'État, donc ils ont un bon salaire, ils ont un bon poste de travail, un bon emploi, mais ils ont perdu d'une certaine façon leur indépendance. Et la critique Cartagena, elle dit que au-delà des nouveautés, ils sont toujours partis d'un procès et ils peuvent ouvrir des négociations. Ils ont la possibilité de transformer, de modifier les significations actuelles, les artefacts d'aujourd'hui. Voilà, j'ai parlé d'une façon relativement brève sur le développement de la scène artistique en Équateur. Et moi, je devrais parler aussi du caractère de la critique en Équateur. La chose la plus visible est donc une critique qui qualifie et qui ouvre une discussion qui provoque. Et en Amérique latine, cette tradition critique s'est exprimée surtout à travers les mots de Marta Traba, qui a été qui a eu une influence très grande en Amérique latine et qui était considérée aussi comme un modèle. Ce concept de la critique qui a été créé dans les années de crise a eu du sens parce qu'elle a voulu réformer le domaine. La discussion s'est focalisée sur les valeurs, les galeries, les institutions ainsi que la critique d'art ont été remis
remise en doute. Et le développement de notre scène artistique était la priorité. La société qui a passé, qui a survécu le processus de colonisation où le public artistique n'a pas été en contact avec la scène mondiale. Dans le monde mondial globalisé, il n'y avait plus de sens pour cela. Cette tentative a donné des effets, comme par exemple la création des galeries, des centres culturels ainsi que les musées sur le territoire du pays. Mais elle a eu aussi des effets néfastes sur les artistes qui utilisaient plutôt des médias classiques. La diversification, le pluralisme, la pluralité de la scène artistique, c'est le résultat des années 90. La crise institutionnelle ainsi qu'économique a causé l'augmentation de la coopération. La critique a commencé à se focaliser sur les sur des nouveaux sujets. Les idées théoriques, les tendances commercialisées, tout cela présente l'objet de la discussion entre les artistes, la communauté et les critiques d'art. Tout cela sert au soutien des modifications de la société. C'est un exemple, c'est un poster, le dernier, pour une conférence qui se tient actuellement cette semaine à Zurich. Les artistes sortent des problèmes ou creusent pour son inspiration dans les problèmes locaux. Donc, l'écriture ou les récits sur l'art ne sont plus si déconnectés de ce processus actuel. Merci de votre attention. Microphone, OK. Thank you very much for your interesting and in-depth Je look voudrais vous at remercier de votre allocution très détaillée, très profonde en ce qui concerne la scène artistique en Équateur. Je voudrais vous poser la question concernant votre avis, votre opinion personnelle. Vous nous avez parlé du passage de la critique d'art du niveau comparatif jusqu'au autre niveau. Mais comment on peut appeler les critiques d'art sans être critique? Je vais vous donner juste un exemple de la Slovaquie. Notre scène est encore plus petite, plus étroite qu'en Équateur. Vous êtes 15 millions, nous sommes 5 millions d'habitants, donc vraiment la scène artistique est très petite. Tout le monde se connaît. Si quelqu'un, par exemple, écrit quelque chose sur une œuvre, ce n'est presque jamais critique. Et moi, personnellement, je me dis, si on veut vraiment comparer des aspects, si on veut écrire des articles pour informer, pour diffuser les informations au public, c'est suffisant. Mais si vous voulez vraiment adresser quelque chose aux collègues, aux critiques d'art de l'extérieur, il faut vraiment placer les choses en contexte. Peut-être qu'il est beaucoup plus important de présenter son avis, son opinion. Donc, la question à vous, est-ce que cette approche moins critique, d'après vous, est satisfaisante ou est-ce que vous le prenez toujours pour une expression des avis ou c'est juste une description de ce que se passe-t-il? Moi, je dirais qu'en Équateur ou aussi dans les autres bouts du monde, comme chez vous, partout la question tourne autour du pot, autour de ce problème. Est-ce que les salons, est-ce que la critique d'art, est-ce que
ça représente encore un système fonctionnel? Est-ce que cela remplit les objectifs? Peut-être c'est comme vous venez de dire, qu'il y a une certaine forme de critique qui est acceptable, qui est satisfaisante. Peut-être que cela est lié avec la formation meilleure de ceux qui s'occupent de la critique d'art. Mais la prévalence du système moderne artistique ou le critique d'art, dans tous les cas, quand il évalue les objets, les choses de façon critique, d'un côté, il fait la promotion d'un artiste, mais de l'autre côté, peut-être qu'il oublie les autres. Peut-être vous avez raison, il faut être critique. Je suis d'avis qu'il faut le faire en utilisant cette forme d'information dans la pratique qui met en contexte l'œuvre de cet artiste, qui le met en contexte beaucoup plus large, en discussion beaucoup plus large. Moi, je voudrais lier avec cette question. Vous avez parlé de cette cohésion, de cet esprit collaborateurs, des nouvelles médias, de leur utilisation. Vous pensez que cela représente plutôt un danger au pouvoir? Vous avez parlé de la censure. Pour lui, la censure représente un danger moins important que l'autre bouffe de la médaille, le revers de la médaille. Donc, est-ce qu'il faut taire les voix artistiques? La scène que vous décrivez, c'est plutôt le danger pour le gouvernement ou pas? Non. Notre gouvernement a utilisé une autre approche. Ce groupe Zurich travaille maintenant pour le ministère. Donc, au sein des ministères, ils sont d'une façon contrôlée, ils sont devenus des managers pour le soutien des différents projets, des différents programmes. Donc, on est témoin sur certaines activités, d'une certaine situation où la scène artistique devient beaucoup plus dynamique. Mais cette scène est très officialisée parce qu'elle est régie de la part des employés de l'État, des fonctionnaires, disons. Ce sont les gens qui sont très intelligents, qui sont bien formés, etc., mais ils sont contrôlés, ils sont régis par le gouvernement. Moi, je me pose la question, est-ce que leur travail pourrait être indépendant s'ils sont les fonctionnaires d'État? Nous avons demandé la création de ces forums, de ces locaux pour pouvoir y organiser des expositions, pour que le gouvernement n'ait pas ce pouvoir de contrôle de tout ce qui se passe au sein de ces locaux. Merci beaucoup de votre réponse, mais il est vrai que le métier artistique est très difficile. D'un côté, nous avons cet aspect de l'indépendance et de l'autre côté, nous avons cet aspect de l'effort de coopérer, collaborer. Donc, c'était vraiment très intéressant, cette histoire d'art sur le continent latino-américain. Oui, ce groupe Alt Zurich, c'est vraiment un jeu de mots parce que Alt Sur, c'est au sud. Parce que vous avez parlé pas mal de l'Est, mais nous, on se trouve au sud. Et à Quito, le sud de la ville a été vraiment très marginalisé. Donc, ce festival est sorti de cette marginalisation du sud de la ville, de la capitale de Quito, El Sur. Ce qui
donc le Sur dans le cadre de Zurich, qui représente l'une des capitales les plus célèbres de l'Ouest. Encore une autre question. C'était très intéressant d'avoir pu entendre votre discours concernant les pouvoirs, le contrôle des critiques d'art, la périphérie. Il ne faut pas perdre de vue tout cela. Est-ce que les périphéries pourraient un jour devenir les centres de l'énergie qui, d'une autre façon, pourraient continuer comme des lieux effacés, des lieux marginalisés? Oui, quand j'ai parlé des années 70, je pensais la même chose. J'ai travaillé personnellement pour la magazine, mais de façon indépendante. J'ai écrit même l'article qui a été placé sur le transparent. Et donc, l'expérience ou les expériences de ma génération des années 90 m'ont appris qu'il ne fallait pas être trop critique. Peut-être pour vous expliquer, il a fallu être un choix, soit de ne pas écrire de façon critique sur un artiste, parce que sinon la magazine n'aurait jamais voulu le publier. Donc, actuellement, cette indépendance des différentes structures, des blogueurs, etc., présente et offre beaucoup plus d'indépendants, beaucoup plus de possibilités. Ils sont beaucoup plus indépendants. En ce qui concerne le public, le large public, là, vous ne pouvez pas diffuser autant d'informations. Oui, mais les magazines, on les a créés pour diffuser les informations au public. Le biennale à Cuenca, pour vous, cela représente la possibilité pour l'art européen contemporain, ou je veux dire une grande occasion pour l'art contemporain européen, parce que dans le contexte de l'art latino-américain, notre art et nos représentants sont beaucoup plus limités, pas très connus. Le biennale de Cuenca se prépare et l'ouverture de ce biennale, ce n'est pas encore écrit noir sur blanc, mais j'ai entendu dire que le fondateur de ce biennale a proclamé de ne pas vouloir souligner ou soutenir l'art contemporain, mais aussi la région de Cuenca, donc quelque chose qui est contemporain et intimement lié avec la région de Cuenca. Donc, ce sont les résultats. Il y a déjà certains succès qu'on peut noter. Oui, moi, je le vois comme une grande occasion de mettre en contradiction l'art contemporain d'Équateur avec l'art contemporain régional ou l'art contemporain international. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Malheureusement, sans micro. La question était l'art équatorien est isolé dans le contexte de l'Amérique latine. Est-ce que vous avez aussi cette impression? Oui. Ok, je comprends. Ce que je viens de dire aussi peut être une cause de l'isolement de l'Équateur. Je peux vous montrer la carte géographique pour vous montrer où se trouve l'Équateur. L'Équateur est un pays petit, relativement petit, sur la côte pacifique.
Martha Brava, une de nos critiques, une personnalité importante de notre critique, dans les années 70, avait parlé des pays occidentaux de l'Amérique latine et surtout de l'Équateur, du Pérou et de la Bolivie. Et elle les avait décrits comme des pays isolés, comme des pays plutôt fermés. Et elle avait dit que les pays de la côte atlantique étaient plus ouverts. Mais plus ouverts à quoi? Quand on dit ouvert, fermé, c'est toujours vers quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il y a un certain type d'isolement. Le Pérou, il est beaucoup plus grand. Le Pérou, c'est tout de suite à côté, à la frontière sud de notre pays. Et au Pérou aussi, il y a une discussion similaire sur la situation, sur la culture qui est enracinée dans l'identité des Incas, la population originaire du Pérou. Et pour plusieurs raisons, même en Équateur, même s'il y a des circonstances différentes, l'Équateur et le Pérou sont deux États plutôt isolés. L'Équateur, il est peut-être encore moins connu du point de vue artistique, encore moins connu que le Pérou. Tout à l'heure, on a parlé de Oiticica, un artiste brésilien. On a parlé de Julia Košice, qui était un artiste argentin d'origine slovaque. Mais nous, on a eu plusieurs artistes qui ont été célèbres, comme Hilbert. Et aussi, elle était connue aussi en Europe, en Suède. Elle a reçu un prix en Suède. Elle a été aussi mariée avec un Européen et elle a fait des expositions à Paris. Son travail a une valeur importante, mais elle n'est pas célèbre à un niveau international. Elle n'est même pas arrivée sur les livres scolaires. Et elle ne fait même pas partie des catalogues. Pourquoi? Peut-être, comme j'ai déjà dit, quand j'ai décrit nos caractéristiques de la scène artistique, soit dans la critique, soit pour les commissaires, c'est parce que on n'a pas fait trop de pas en avant. Il n'y a pas assez de développement. Il y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana qui a été fondée en 1944, qui devait soutenir la culture, mais ils ont soutenu seulement la culture nationale et donc ils ont fermé la culture dans le pays. Ils l'ont renfermé. Ils ont renfermé la production à l'intérieur de notre pays. Peut-être ils ont fait ça aussi avec la littérature dans les années 60. Et ils ont eu beaucoup de succès dans le pays, mais pas au dehors du pays.